Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel est François Asselineau, président de l'UPR, candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir. Bonsoir Loïc Barrière et bonsoir à vos auditeurs. Alors d'abord, François Asselineau, deux questions d'actualité. Les députés ont voté pour le pass vaccinal. Le Conseil constitutionnel va être saisi. Vous, président, vous supprimez ce pass dès votre arrivée à l'Élysée ? Oui, le pass sanitaire, le pass vaccinal, tout ceci doit être supprimé. Je le dis d'autant plus fermement que maintenant la France est en train de devenir une exception mondiale. Vous savez qu'un certain nombre de pays qui avaient été dans cette direction sont en train maintenant de supprimer les contraintes. Je pense par exemple à la Russie, je pense à la région de Madrid, je pense même à Israël. Un certain nombre de ces pays se rendent compte que le variant Omicron en fait, est un variant effectivement très contagieux, mais qui est beaucoup moins létal que les précédents et qui peut permettre peut-être de mettre fin à l'épidémie, de transformer ça en une grippe saisonnière. Donc moi, ce que je vois là-dedans, c'est que nous avons une mesure extrêmement privative de liberté et qui arrive à contre-courant de ce qui se passe au niveau mondial. François Asselineau, Éric Zemmour a été très critiqué ce week-end pour avoir exprimé son refus d'inclure les enfants en situation de handicap à l'école. L'un des engagements de votre programme concerne le handicap. Est-ce que vous comprenez l'émotion suscitée par les propos d'Éric Zemmour ? Oui, je comprends parce que je pense que ce sont des sujets extrêmement délicats qui touchent quand même où est-ce que les êtres humains ont de plus cher, c'est-à-dire leurs propres enfants. Et je pense qu'il faut faire preuve d'une douceur et d'une compréhension et d'une humanité que le propos d'Éric Zemmour a mis à mal. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il avait à l'esprit. J'ai cru comprendre qu'après il avait fait un peu de rétropédalage en expliquant qu'il fallait parfois des structures adaptées, ce qui n'est pas faux. Il y a dans certains cas sans doute des structures adaptées qui sont meilleures mais il s'agit de cas marginaux. Je pense que les politiques menées depuis un certain nombre d'années maintenant sont quand même très positives pour les personnes en situation de handicap. Et puis je dirais que le problème d'Éric Zemmour, c'est que ça s'inscrit dans toute une liste de déclarations polémiques sur de nombreux sujets, et donc peut-être les gens ont-ils surinterprété ce qu'il voulait dire, je n'en sais rien. En tout cas, c'est pour le moins extrêmement maladroit et ça peut être perçu comme très blessant par beaucoup de personnes. François Asselineau, c'est la deuxième fois que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes partisan du Frexit. Est-ce que le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais aussi la crise sanitaire, ont renforcé votre analyse et votre conviction que la France devrait sortir de l'Union européenne ? Oui, plus que jamais. Alors, par rapport à 2017, où j'avais axé mon programme sur le Frexit, cette fois-ci, je vais le faire d'une autre façon. C'est-à-dire que le programme que j'ai dévoilé le 19 octobre dernier, j'ai d'ailleurs été le premier des candidats à le présenter, est disponible sur notre site upr.fr en téléchargement ou sur le site asselineau2022.fr. Et dans ce programme, je pars de ce que veulent les Français. Les Français, ils veulent quoi ? Ils veulent une augmentation de leur niveau de vie. Ils veulent une protection de leur retraite. Ils veulent la fin du démantèlement du droit du travail. Ils veulent la fin du démantèlement des services publics. On en voit d'ailleurs les conséquences avec EDF. Ils veulent une diplomatie qui ne soit pas alignée sur celle des États-Unis et de l'OTAN. Ils veulent avoir une France qui retrouve son rayonnement international. Ils veulent défendre leur patrimoine historique, etc. Bref, ils veulent tout ça, c'est ce que souhaitent les Français. Et je montre dans ce programme, pas à pas, que je réponds aux demandes des Français, mais qu'à chaque fois, on se heurte aux contraintes européennes. Je note par exemple que tous les candidats, de Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, jusqu'à Monsieur Mélenchon, proposent une augmentation des salaires. Bon, c'est très bien, c'est ce que je propose aussi. Mais la différence entre eux et moi, c'est que moi j'explique que tant qu'on reste dans la zone euro, on ne peut pas le faire. C'est ça le problème. C'est que d'ailleurs Madame Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, a mis en garde il y a quelques semaines
les pays membres de la zone euro en disant que les augmentations salariales ne pourront pas être supérieures aux dérives inflationnistes. Donc, ce que je montre, c'est que ça n'est pas de la nostalgie, ça n'est pas de la ringardise que de vouloir sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est simplement pour mettre en œuvre ce que les Français demandent. C'est pareil d'ailleurs sur les questions migratoires. Vous savez que M. Barnier, quand il était encore candidat à l'investiture LR, a mis les pieds dans le plat assez curieusement, on n'attendait pas ça venant de lui. C'était le 7 septembre dernier où il a expliqué que si l'on voulait faire un moratoire sur les questions migratoires, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui préoccupe les Français, et parce que c'est vrai que personnellement je suis de ceux qui veulent rassembler les Français, surtout pas jeter de l'huile sur le feu, surtout pas créer de division, je pense que c'est assez raisonnable en effet que de freiner les flux migratoires. Mais il se trouve que quelqu'un comme Madame Le Pen, comme Monsieur Zemmour, etc., à la fois dénoncent l'immigration, mais veulent rester dans l'Union européenne, dans Schengen. C'est-à-dire que ces traités européens nous empêchent de gérer les phénomènes migratoires en France comme nous le souhaitons. Voilà, donc je présente un programme qui se veut cohérent et qui est cohérent. Et j'attends d'ailleurs de pouvoir débattre avec mes compétiteurs, ce que d'ailleurs ils refusent, pour mettre devant les Français l'incohérence de leurs propositions. Alors vous présentez 27 engagements plus 1, François Asselineau. J'aimerais qu'on parle de l'école que vous souhaitez reconstruire. Comment permettre par l'école à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, d'être instruits et de s'élever socialement ? Alors, je renvoie encore une fois les auditeurs à notre programme. Je dirais simplement que sur ces questions d'école, c'est un des sujets fondamentaux. Vous savez, mes arrière-grands-parents étaient des pauvres paysans. J'ai été le fruit, ma famille, et comme beaucoup d'autres, ont été le fruit de l'enseignement républicain. Ça a été le grand apport à la société française de la fameuse école républicaine qui a permis à des enfants de tous les milieux, quelle que soit l'origine, la religion, etc., de s'élever simplement par le travail. Or, cette école a été démolie. Il y a toute une école à reconstruire qui passe par les apprentissages fondamentaux. Je ne suis pas certain, par exemple, que ce soit nécessaire d'apprendre à l'école primaire des choses comme la langue anglaise, je ne vois pas très bien pourquoi, ou bien d'apprendre également des questions informatiques. Ça paraît, ce que je dis là, peut surprendre, mais moi je sais que les jeunes, l'informatique, ils le font par eux-mêmes sur le terrain. En revanche, ce qu'ils ne peuvent pas apprendre sur le terrain, c'est déjà à s'exprimer en français, c'est assez fondamental, à exprimer, à savoir raisonner, de bien discerner les relations de cause à effet, à avoir les rudiments fondamentaux des mathématiques, à bien connaître l'histoire et la géographie de leur propre pays. Donc ces savoirs fondamentaux ont été un peu négligés comme si ça allait de soi, mais non, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Vous savez que par exemple en mathématiques, la France, qui est traditionnellement un très grand pays de mathématiques, nous sommes, je crois, par habitant le pays qui a eu le plus de médailles Fields, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel. Eh bien, maintenant, nous sommes de plus en plus relégués. Il y a une dégradation de l'apprentissage des maths. Nous avons moins d'ingénieurs. Et d'ailleurs, les ingénieurs sortant des grandes écoles sont orientés plutôt vers les marchés financiers maintenant, plutôt que vers des constructions d'ingénierie. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est non pas revenir à la situation d'avant, il ne s'agit pas d'être nécessairement nostalgique. Sur les questions d'informatique, par exemple, on peut très bien concevoir d'avoir dans le lycée ou au collège ou au lycée des filières spécifiquement, par exemple, sur la filière informatique, création d'ingénieurs informatiques. Mais ce que je pense, c'est que l'école primaire, c'est vraiment ce qui doit permettre de faire ce qu'on appelle l'équité, c'est-à-dire de permettre à des jeunes enfants qui n'ont pas eu la chance de naître dans des milieux favorisés, eh bien, de pouvoir accéder justement à l'apprentissage le meilleur. Voilà, c'est un des sujets vraiment fondamentaux. Ça passe par l'école au mérite, ça passe par une revalorisation du métier d'instituteur et de professeur, ça passe par comment dirais-je, plus d'autorité aussi en classe. La moindre attaque contre un enseignant doit être fortement sanctionnée. Ça passe aussi, je pense, par
moins de ce que l'on entend tout le temps partout dans l'actualité. Il faut ça doit être un sanctuaire, l'école. On ne doit pas faire entrer dans l'école tous les débats contemporains, ce que l'on entend à la radio, à la télévision, etc. Moi, je pense qu'il faut vraiment revenir aux fondamentaux. François Asselineau, la campagne électorale aborde peu les questions internationales. Vous connaissez particulièrement bien l'Asie. Les Français s'intéressent peu à la politique de la Chine, qui a investi massivement en Grèce, en Hongrie, au Portugal. Comment résisterez-vous, si vous êtes élu président de la République, à l'offensive économique de la Chine une fois que la France aura quitté l'Union européenne ? Écoutez, d'abord, je ne suis pas sûr que l'Union européenne résiste à l'offensive économique de la Chine, bien au contraire. Avec la libre circulation des mouvements de capitaux, il y a des capitaux chinois qui ont acheté, par exemple, en France, une centaine de châteaux viticoles dans le Bordelais. Je vois que la Grèce, l'Italie ou le Portugal se sont inscrits dans les fameuses routes de la soie chinoise. Moi, je ne vois pas ça de façon conflictuelle. Je préférerais qu'on voit ça de façon, de coopération. D'ailleurs, la France a une longue tradition de coopération avec la Chine. J'en sais quelque chose. J'ai été une des chevilles ouvrières d'un contrat qui s'appelait Daya B2 de construction de centrales nucléaires françaises en Chine. Puisque je parle d'énergie d'ailleurs, vous avez vu que la Chine vient de doubler tout le monde en parvenant pour la première fois à recréer une espèce de soleil artificiel à 60 millions de degrés pendant 15 minutes. La Chine est bien partie pour accéder à ce que cherchent les ingénieurs depuis des décennies, c'est-à-dire la fusion nucléaire. Eh bien, il faut savoir que la Chine est en coopération avec notre système ITER en France. Eh bien, je pense que sur une question comme ça qui engage l'avenir au plus haut point, c'est-à-dire l'obtention d'une énergie inépuisable, presque sans limite et sans production de déchets nucléaires dangereux, donc c'est ce qu'on recherche, c'est l'idéal. Il faut que la France noue avec la Chine des relations très importantes. Charles de Gaulle nous avait légué d'ailleurs une tradition de coopération franco-chinoise. Ce que je regrette, c'est que du fait de notre appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN, qui découle quasiment de l'Union européenne, du fait de l'article 42 du traité de l'Union européenne qui nous place sous la tutelle de l'OTAN, la France est en fait sommée en quelque sorte de suivre les intérêts géopolitiques américains. Or, les intérêts géopolitiques américains ne sont pas les mêmes que les intérêts géopolitiques français. La France, elle a intérêt à avoir des très bonnes relations avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe. Je ne fais que réinventer ce qu'avait fait Charles de Gaulle, en fait. C'est-à-dire la France doit être une puissance d'équilibre. Bien sûr, ça ne veut pas dire avaliser et soutenir les régimes tels qu'ils fonctionnent. Mais enfin, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut appliquer le droit international, et je rappelle que la Charte des Nations Unies interdit l'ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Et j'avoue, pour tout vous dire sur ces questions internationales, que je suis inquiet lorsque je vois que la France envoie une frégate entre Taïwan et la Chine continentale, que la France envoie des chasseurs en mer Noire à quelques kilomètres de la frontière russe de la Crimée. Que ne dirait-on pas, nous, si les Chinois envoyaient un porte-avions entre Toulon et Ajaccio autour de la Corse, ou bien si les Russes faisaient des escadres de chasseurs à quelques kilomètres de l'île Longue dans le Finistère? Eh bien, nous considérerions que ce seraient des provocations. Moi, je ne suis pas favorable à ce que la France aille dans cette direction des provocations. Comme d'ailleurs des sanctions, ça ne mène à rien. On ne fait pas évoluer les gens sous la contrainte, on les fait évoluer sous l'imitation, sous le prestige, sous l'influence bénéfique. C'est ce que faisait la France de Gaulle. Je souhaite revenir à une France rayonnante et qui montre les avantages du monde de vie à l'occidental. François Asselineau, les Français sont confrontés à des hausses d'énergie inquiétantes. Yannick Jadot propose de renationaliser EDF. C'est une bonne idée ? Écoutez, oui, c'est une très bonne idée puisque c'est la mienne. Je l'ai dit déjà il y a 5 ans lors de l'élection présidentielle. EDF est encore très largement une entreprise nationale, mais il y a une évolution qui concerne EDF, comme la Poste, comme la SNCF, comme les grandes entreprises, comme les autoroutes, etc., comme toutes ces grandes entreprises publiques. Cette évolution, c'est vers la privatisation. Et moi, je m'y suis opposé dès 2017 et même avant, depuis plus de 10 ans, je tire la sonnette d'alarme là-dessus. Donc Yannick Jadot, il a raison. Mais là où il a tort, et je reviens sur ce que je disais au début de cet entretien, c'est que par ailleurs, Yannick Jadot, il est à EELV. EELV, ça veut dire Europe Écologie Les Verts. C'est-à-dire que Yannick Jadot est un ardent partisan de la construction européenne. Est-ce que Yannick Jadot se rend compte que si
le gouvernement est en train de démanteler EDF, avec notamment le projet Hercule, c'est justement sous la pression, la demande insistante, les obligations même de la Commission européenne. Voilà, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Alors vous augmenterez les lits dans les hôpitaux, François Asselineau, si vous êtes élu président de la République, 30 000 lits en plus. Est-ce qu'on aura assez de médecins pour ces nouveaux lits dans les hôpitaux ? Alors, d'une part, effectivement, vous avez raison, il faut relancer le nombre de médecins en France avec le numerus clausus. Ça a déjà été fait d'ailleurs, il faut poursuivre dans cette direction. En revanche, il faut absolument casser la diminution du nombre de lits. La question qui est actuellement celle de la pandémie, où on fait peser de façon quand même tout à fait injuste sur les non-vaccinés, on les incrimine comme étant à l'origine de l'encombrement des services hospitaliers, qui d'ailleurs reste à démontrer, parce qu'il y a beaucoup d'exagération qui a été dite sur ce sujet. Je rappelle que l'encombrement des services hospitaliers, ça fait des années qu'on le voit à l'hiver. On peut sortir des quantités de manchettes de journaux en 2015, 2016, 2017 qui titraient sur le fait que les hôpitaux étaient débordés. On revient en fait exactement sur la même problématique que celle que vous me posiez à l'instant de Monsieur Jadot avec EDF. C'est-à-dire que depuis qu'il est à l'Élysée, et Macron a supprimé 17 900 lits. 17 900 lits. Mais son prédécesseur, Hollande, avait également supprimé des lits, et Sarkozy aussi. C'est pour ça que Xavier Bertrand, par exemple, lorsqu'il était candidat à la primaire de LR, fustigeait la suppression des lits de Macron, en quoi il avait raison. Mais évidemment, les gens avaient beau jeu de critiquer Xavier Bertrand en disant que lui-même en avait supprimé des milliers. Et ceci doit mettre la puce à l'oreille des Français. Ils peuvent se rendre compte sur cet exemple, comme d'ailleurs sur EDF, que lorsqu'ils votent à droite ou à gauche, lorsqu'ils votent Sarkozy ou Hollande ou Macron, ils ont en fait la même politique continuelle qu'ils refusent. Et moi, je suis le seul candidat qui explique aux Français que ça vient des directives européennes, ça vient des instructions venant de Bruxelles. Ça, c'est fondamental. Je combat depuis 15 ans un véritable problème conceptuel qu'il y a dans la société française. Les Français ne voient pas la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne et les politiques quotidiennes qu'ils déplorent. Et moi, je suis là pour le leur montrer, pour leur dire que pour remédier à ces politiques qu'ils déplorent, il n'y a pas d'autre solution que de sortir de l'Union européenne. Tous les projets d'autres Europe, etc., ont toujours échoué depuis d'ailleurs le début, puisque je rappelle que Charles de Gaulle, en 1963, avait proposé un projet d'Europe des nations qui a été cassé par les 5 autres. Et c'était pourtant Charles de Gaulle, et ça n'était pourtant que l'Europe des 27. Et si vous me le permettez, je dirais encore un dernier mot, c'est que on nous a expliqué, rappelez-vous, en 2017, la dernière élection présidentielle, lorsque je disais qu'il fallait sortir de l'Union européenne, on me considérait comme quelqu'un d'irresponsable. On me disait que le Brexit n'aurait pas lieu et que si le Brexit avait lieu, ce serait une catastrophe épouvantable. Ce serait l'apocalypse. Bon. Macron avait même dit qu'il mettrait le tapis rouge devant les dizaines de milliers, pour ne pas dire les centaines de milliers de salariés qui fuiraient le Royaume-Uni. Maintenant, nous sommes en 2022. Ça fait plus d'1 an que le Brexit a eu lieu. On constate quoi? Le taux de chômage au Royaume-Uni est moitié moindre ou le tiers de celui qu'il est en France. Le taux de croissance du Royaume-Uni est supérieur à celui qui est en France. Le Royaume-Uni ne s'est pas du tout fermé du monde. Au contraire, il a relancé sa puissance mondiale. Il nous l'a d'ailleurs montré, puisque avec les États-Unis et l'Australie, il a créé cette fameuse alliance AUKUSA, vous en rappelez, on en a parlé il y a quelques semaines, et qui a mené à la fin du contrat australien pour les sous-marins français, ce qui est un coup de jarnac contre les intérêts de la France. Mais je vois que la France n'a été soutenue par personne au sein de l'Union européenne, alors que le Royaume-Uni a pu retrouver une diplomatie qui est une diplomatie triomphante. Et puis je note aussi que la City londonienne, qui paraît-il devait fermer boutique, est maintenant redevenue la première place financière en Europe. Je note que Google, ou bien Boeing, ou bien Royal Dutch Shell ont décidé de transférer leurs nouveaux sièges sociaux au Royaume-Uni. Je note que l'on attendait un départ, un flux massif de gens quittant le Royaume-Uni. C'est le contraire qui est vrai. Vous savez bien que à Sangatte ou le long de la Manche, il y a énormément de gens qui veulent passer au Royaume-Uni. Voilà, donc il est en train d'apparaître quelque chose de très très important.
c'est qu'il y a une vie après l'Union européenne. Au total, ça se passe très bien. Merci François Asselineau. Je rappelle que vous êtes président de l'UPR et candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.